Et bonsoir à tous, merci d'avoir fait le choix du live écho pour passer ce début de soirée ensemble. Merci donc d'avoir fait le choix de nous rejoindre sur Twitch, profitant du coup de l'occasion pour boycotter CNews et BFM TV. Et j'espère l'occasion de vous libérer avant la fin de la mi-temps, enfin pour la deuxième mi-temps du match France-Belgique. Voilà, on espère que ça va pas créer un nouvel incident diplomatique. De retour ce jeudi soir, merci d'être là. N'hésitez pas à me dire sur le chat si le son est correct, si tout va bien. On remercie les viewers qui sont déjà avec nous. Ce soir, un programme plutôt simple. Pour cette véritable rentrée du live écho, on va faire un petit tour d'horizon de l'actu économique. On a sélectionné 4 sujets qu'on va traiter. L'occasion aussi de répondre à vos questions s'il y en a. Sinon, on va faire juste une petite couverture générique de ces 4 points. Quoique, pas tant, parce que on devait être accompagné ce soir de notre ami Dorian, qui est un habitué, bien sûr, de ces lieux. Mais il a un mot du médecin. Il est excusé. Mais on sera avantageusement accompagné par Sarah Zamoum, qui, souvenez-vous, elle est passée plusieurs fois sur cette chaîne. C'est la coordinatrice France du projet de la Banque européenne citoyenne, donc qui était cette assemblée citoyenne de la monnaie. Et l'assemblée finalement générale de toute cette vague, donc de toute cette campagne sur la politique monétaire et sur la mise en place de propositions citoyennes, d'un débat puis de propositions citoyennes pour la politique monétaire. Cette assemblée générale a eu lieu ce week-end. Alors on avait déjà vu un petit bout de quelques propositions que les citoyens, sur lesquelles les citoyens bossaient. On en a vu 4, je crois que c'était il y a 15 jours. Et c'était peut-être même la semaine dernière d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Non, c'était il y a 15 jours. Bref, la vidéo d'ailleurs est toujours disponible à la demande sur la chaîne YouTube. Bonsoir Euda, bonsoir Aménophis, bienvenue parmi nous. Écoutez, sans plus attendre, moi ce que je vous propose, c'est qu'on va appeler Sarah, donc, qui est la coordinatrice France de ce projet, donc qui a passé son week-end à bosser avec les citoyens sur ces propositions-là. Puis comme ça, elle pourra nous faire un petit bilan de ce que cette initiative, finalement, sur les 6 derniers mois, entre les débats, les ateliers, etc., a donné, et elle nous expliquera un petit peu la suite de tout ça. Donc je vais tout de suite l'appeler. Bonsoir Rachid, merci d'être avec nous. Alors, hop, Sarah est là. Salut Sarah. Est-ce que tu nous entends ? Oui. Ah, parfait, excellent. Alors Sarah, ce que je fais, reste avec nous, je vais te passer à l'image. Hop, hop, hop. Temps de régler la fenêtre. Hop, hop. Hop. Et donc je me mets sur la scène live écho. Alors ça c'est pas la bonne Twitter. Hop. Ceci dit, l'European Citizen Bank, on la voit à l'image, mais je voulais surtout. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas ? Voilà, là c'est bon. Voilà, normalement Sarah, on te voit. Excuse-moi pour les petits soucis techniques, mais là normalement on est bon. Bonsoir Sarah, comment ça va ? Bonsoir, super bien. Et toi ? Et vous ? Écoute, ça va. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire sur le chat si on entend bien Sarah aussi. Chez moi c'est nickel en tout cas. Non, mais Sarah, c'est à toi que je pose la question, comment ça va ? Parce que du coup, t'as dû bosser ce week-end, t'étais d'astreinte un peu. Ah oui, beaucoup d'heures sup. Mais en très très bonne compagnie en tout cas, c'était vraiment chouette. Voilà, donc ce soir, en ta compagnie, jusqu'à ce qu'on se laisse aussi pour aller voir la fin du match, etc. Il y a 4 sujets dont on va traiter rapidement, mais un où on va s'apesantir. On va commencer par celui-là, on va commencer par la fin, entre guillemets. Et puisqu'on t'a là ce soir, et merci encore une fois d'avoir pris un peu de temps sur ta soirée après avoir passé ton week-end aussi là-dessus, on voulait avoir un petit peu ton bilan, parce que tu le sais, cette initiative qui a été lancée par l'ONG pour laquelle tu bosses, Positive Money, a été suivie aussi par d'autres partenaires, dont l'Institut Veblen et Green Intervention.
Intervention, et Green Intervention donc aussi par l'intermédiaire de ma petite personne. On en a parlé on en a beaucoup parlé en live, hein. Il y avait eu les ateliers, on avait reçu Isabelle Coupé-Soubéran, Jean-Pierre Landau et d'autres. On avait fait aussi un petit bilan, un petit récap des débats. Et donc il n'y a pas plus tard qu'il y a 15 jours, on avait reçu quelques citoyens triés sur le volet pour nous présenter un petit peu un avant-goût des propositions sur lesquelles ils bossaient. Sauf que c'était qu'un avant-goût, et la vraie assemblée citoyenne qui devait donc polir un petit peu ces propositions et puis sélectionner celles qui feraient finalement le final cut a eu lieu ce week-end. Donc j'ai envie de te dire, voilà, comment ça s'est passé? C'était génial. Ouais. Très intense, très très intense. C'était vraiment la toute première fois qu'on faisait un tel exercice au sein de notre ONG. Et d'ailleurs, je pense que c'est même la toute première assemblée citoyenne qui se tient... Sur la politique monétaire, tu veux dire? En fait. Mais oui, sur la politique monétaire, j'en connais pas d'autres. Dans 5 pays. Alors en France, pour la France, on a eu une vingtaine de personnes qui sont venues. On avait prévu au départ 35 personnes, mais je crois qu'on a eu beaucoup de chance en ayant 20 personnes, parce que les sujets étaient... ils ont vraiment parlé de sujets techniques, ils sont allés dans le détail. La plupart des citoyens et des citoyennes avaient un très bon niveau, ou même un bon niveau. Certains ne connaissaient pas tout, mais en tout cas, dans le groupe, j'ai remarqué que les gens répondaient aux questions quand l'un savait et que l'autre ne savait pas. Et oui, en fait, 20 personnes, c'était parfait. 35, ça aurait été énorme. Ce qu'il faut rappeler pour mettre en perspective le chiffre, c'est que il s'agissait pas, comme on l'a fait il y a 6 mois dans un premier temps, d'un webinaire où en fait on avait 2-3 intervenants et puis un public. Non, là il n'y avait pas d'experts, c'était vraiment entre citoyens, et donc ces 20 personnes qui étaient connectées étaient là vraiment pour faire une réunion de travail, quoi. Ah oui, tout à fait. Là pour le coup, c'était vraiment la parole aux citoyens. Mais d'ailleurs, je me permets une aparté quand même, sans vouloir enfoncer le couteau dans la plaie. On en a parlé aussi des annonces de la BCE et notamment de la revue stratégique. Quand tu dis ça n'a jamais vraiment eu lieu de convention citoyenne sur la politique monétaire, c'est vrai. Et du coup, l'initiative à laquelle on a participé, toi et moi, là-dessus, elle était intéressante d'une part, novatrice d'autre part. Mais la vraie déception, c'est que la revue stratégique de la BCE aurait pu aussi être une convention citoyenne de la politique monétaire. Il y a eu quelques consultations assez rares, mais j'ai l'impression quelque part que la BCE n'est pas allée au bout de sa démarche et a pas cherché forcément à transformer l'essai, mais à plutôt garder vraiment la main là-dessus. Et donc cette revue stratégique, elle a été intéressante à quelques égards, mais elle n'a pas été ce grand moment démocratique qu'elle aurait pu être, alors même que la BCE elle-même reconnaît souvent que parler aux citoyens, être un petit peu plus vulgarisateur, ça fait partie des choses sur lesquelles ils devraient bosser. Et puis finalement, j'ai l'impression qu'il y a eu une occasion manquée là. Mais oui, pourtant, quand on leur demande, les citoyens, ils sont au rendez-vous. Bah ouais. Non, mais c'est bien ce que ça prouve, tout à fait. Ouais. Mais c'est vrai, c'est vraiment dommage, mais on est justement très content d'avoir pu proposer ça, d'avoir pu organiser ça avec Green Intervention, avec l'Institut Veblen. Et vraiment, lors de l'assemblée, j'étais émue, quoi. J'avais même presque les larmes qui montaient tellement... c'était génial de pouvoir voir autant de personnes qui se réunissaient le soir, après une longue semaine à 18h, le vendredi, pour parler politique monétaire, pour échanger. Vraiment, c'était chouette. Et ça s'est passé comment du coup parce qu'effectivement ça demande beaucoup de bonne volonté. Tu m'as dit que les citoyens ont travaillé en bonne intelligence et connaissaient plutôt leur sujet. Est-ce qu'il y a eu quand même des débats un peu féroces, des grosses divisions, ou finalement c'était très... finalement c'était assez... Enfin, peut-être pas consensuel, mais en tout cas, est-ce que ça convergeait vite vers la même direction ? Alors, très grande déception de mon côté, parce que, étant coordinatrice, je m'occupais aussi de l'aspect technique. Ouais. Je m'assurais que chaque groupe respectait donc le temps imparti, etc. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé donc en plénière. Les 20 personnes. Avec les 20 personnes, les facilitateurs, les modérateurs, les modératrices. Et puis, très vite...
on a divisé en 5 groupes en fonction de 5 orientations que la BCE pourrait prendre. Donc, être plus démocratique, contrôler davantage la finance. Il y avait l'enjeu climatique aussi, je crois. Les inégalités, peut-être, si je ne dis pas de bêtises. C'était plus une proposition plus précise, mais c'était pas une des grandes orientations. Ok. Mais oui. Et donc voilà, les débats, malheureusement, vraiment, j'ai pu entendre quelques bribes seulement quand j'entrais dans un groupe, donc ça s'est fait sur Zoom, et donc où j'entendais un peu, voilà. Ah oui, bah oui, forcément, oui. Quand chacun partageait son avis, et puis je devais partir du groupe pour aller dans un autre, m'assurer que tout se passait bien, mais et c'est un peu frustrant. Par contre, quand on lit les propositions, oui, on voit que ils sont allés dans le détail. Ouais. Elles sont allées dans le détail, et il y en a beaucoup à retirer, en tout cas. Donc on est d'accord que aussi un des enjeux, c'était, alors je caricature hein, pour le bien de la pédagogie, mais l'idée c'était pas d'avoir des propositions abstraites du genre en finir avec la faim dans le monde ou ce genre de truc. On est beaucoup plus dans le concret avec, je dirais, une proposition des outils, une proposition de l'objectif. On est sur des propositions qui sont plus travaillées. Je ne sais pas si elles sont au point d'être directement implémentables. Il faudrait peut-être voir dans quel degré de détail ils sont allés, mais c'était pas juste des grandes orientations, c'était des vraies propositions. De vraies propositions. Dans certaines propositions, je suis retournée les voir tout à l'heure parce qu'il y en a 5, mais elles sont bien détaillées et elles sont assez complètes, donc je me souvenais pas de tous les détails, mais donc la formulation de ces 5 propositions s'est faite le lendemain, donc le samedi. Pareil, dans un temps, voilà, les citoyens n'avaient pas beaucoup de temps non plus pour formuler leurs propositions, mais quand même, on retrouve dans certains éléments, comme reprenant le fait que ça nécessiterait peut-être un changement de mandat. Là, ce serait plus les membres du directoire qui prendraient la décision. Ouais, donc les obstacles ont aussi été identifiés pour pouvoir effectivement bosser sur les différentes étapes intermédiaires s'il y en a, quoi. Mais par ailleurs, c'est un peu le sentiment moi, que j'ai eu aussi il y a 15 jours quand on s'est fait cette petite heure de teasing sur les quelques propositions sur lesquelles les citoyens bossaient. Ils sont arrivés. Finalement, j'ai très peu pris la parole. Je sais que je parle beaucoup sur ce live, mais j'ai très peu pris la parole parce qu'ils sont arrivés. Directement, les propositions étaient détaillées, plutôt référencées aussi. On sentait qu'il y avait déjà. Voilà, on n'était pas sur un level, je dirais, d'entrée. On était vraiment sur quelque chose de développé et qui était déjà, à mon avis, vachement pensé, même peut-être probablement en amont même de la convention, enfin ou de l'assemblée en tant que telle. Mais alors, par ailleurs, en référence à ce petit teasing qu'on avait eu, on avait eu 4 propositions. Mais je me souviens que sur ces 4 propositions, il y avait peut-être deux fils rouges, ou en tout cas 2 choses qui ressortaient vraiment qui pouvaient être des facteurs communs. Il y avait, je dirais, d'une part, la prise de conscience climatique. Donc beaucoup de ces propositions étaient orientées vers la transition écologique. Ça, c'était quand même un point important. Et le deuxième point, qui est finalement un peu conséquence du premier, c'est que contrairement à ce qui est beaucoup dit sur la politique monétaire et sur le mandat de la Banque centrale, qui est censée être indépendante et qui est un peu garante d'une certaine espèce de neutralité de la monnaie, on verra que la monnaie, en fait, les marchés, c'est pas neutre, en fait. Mais il y a ce dogme, je dirais un petit peu, en tout cas cette habitude économique de dire, voilà, bon, la monnaie, c'est neutre et ça doit rester neutre. Et donc, elle ne doit pas servir un objectif particulier. Effectivement, je pense que dans les 4 propositions qu'on a vues, il y avait quand même cette idée de dire, bah non, en fait, la monnaie, c'est un outil, c'est pas une fin en soi, ça doit être un moyen. Et donc, cette neutralité de la monnaie, on la réoriente justement vers un but précis. Et c'était plutôt orienté vers la transition écologique, même s'il y avait d'autres notions abordées. Est-ce que ces thèmes-là ont résisté, je dirais, à l'Assemblée citoyenne? Parce que donc maintenant tu me dis il y a 5 propositions, donc j'imagine qu'il y en a eu qui sont sorties, d'autres qui sont rentrées, mais est-ce qu'elles ont gardé un petit peu ce fil rouge Sans surprise, oui. Et tout à l'heure, tu me demandais s'il y avait des personnes qui ne s'entendaient pas, dont les avis divergeaient fortement.
on sent quand même que, de manière générale, les citoyens savent enfin, ils sont d'accord sur une certaine idée de ce que devrait faire la Banque centrale. Hein. Mais blague à part, même si à titre personnel, moi j'ai tendance aussi à trouver que l'indépendance de la Banque centrale européenne, elle est un petit peu biaisée, parce qu'en fait, sous couvert d'indépendance, elle n'est pas indépendante de tous les pouvoirs. Elle est quand même dépendante de certains pouvoirs, notamment du canal bancaire, hein, qu'elle contrôle, enfin en tout cas sur lequel elle exerce l'essentiel de sa politique monétaire. Il y a d'autres choses par ailleurs. Et puis, sur la neutralité de la monnaie, je pense que quand on parle d'économie, il n'y a jamais rien de vraiment neutre, sauf de croire en ce fantasme d'un marché efficient qui se rééquilibrera et qui peut régler toutes les inégalités. On sait très bien que le marché lui-même n'est pas innocent de la situation dans laquelle on est aujourd'hui, donc c'est peut-être la preuve absolue que le marché n'est pas efficient, mais il y en a d'autres qui en parlent aussi mieux que moi. Donc par ailleurs, je suis d'accord avec le fait que la monnaie n'est pas vraiment neutre et qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Cependant, ça reste quand même une chose qui est très, très présente dans l'économie encore. Hein. Ces idées de la neutralité de la banque centrale, de la monnaie, de l'indépendance de la banque centrale. Donc il n'y a pas eu quand même des gens qui étaient quand même tentés de défendre ça, de dire non, la monnaie ça devrait être quand même neutre, c'est pas fait pour ça, c'est la responsabilité du politique, pas du monétaire. Est-ce qu'il y a quand même eu, je dirais, un réflexe, c'est pas avilissant de le dire, mais un peu plus orthodoxe vis-à-vis de la conception monétaire ? Ça revient à la question de tout à l'heure. Malheureusement, j'ai pas pu assister au débat, même aux échanges, et donc j'ai pas entendu, malgré les quelques minutes que j'ai passées dans chaque groupe, j'ai pas entendu de discours allant dans ce sens-là. Mais ça s'est pas retrouvé dans les propositions, in fine. Ça s'est pas retrouvé, non. Et donc du coup, peut-être que tu peux on n'est pas obligé d'aller de manière exhaustive dans les 5 propositions, mais peut-être, comme ça on fait référence au live d'il y a 15 jours, qu'est-ce qui a changé par rapport aux 4 propositions qu'on a vues ? Est-ce qu'il y en a qui ont été sorties, ou est-ce qu'il y a eu une nouveauté intéressante par rapport à ça ? La question de la transparence, elle revient. Ouais. Beaucoup de la communication de la BCE vers les citoyens, et aussi, donc, oui, alors, je sais pas si je peux le dire, parce que c'est pas non plus un secret. Il y a eu vraiment beaucoup de retours sur le fait que les personnes qui entourent les membres même de la BCE devraient peut-être avoir, devraient être dans un courant de pensée un peu moins conservateur. Ouais. Et voilà, littéralement, une des propositions était que la BCE fasse en sorte de s'entourer de personnes un peu plus, qui ont des avis un peu plus et des opinions un peu plus pluralistes. Ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai que c'est un débat. On en a déjà aussi parlé sur cette chaîne, hein, entre les hétérodoxes et les orthodoxes, où par construction, les hétérodoxes sont toujours un peu marginalisés parce qu'ils sont obligés de se placer par rapport à cette orthodoxie, et cette orthodoxie, c'est une bulle assez difficile à percer. Il n'y a pas que du mauvais, hein, dans l'orthodoxie, hein. C'est pas un jugement de valeur, mais de fait, il y a une dominance d'une pensée qui du coup vit mal les critiques, ou en tout cas ou qui est difficile à critiquer, alors qu'il y a sûrement effectivement mais ça touche aussi à la démocratisation de la Banque Centrale Européenne, et donc finalement ça touche aussi à son indépendance, parce que ce qui est intéressant, c'est que une des faiblesses finalement de cette indépendance, c'est que elle est finalement, il y a quand même des gens qui sont nommés, hein. Donc il y a des directeurs, le board of directors, le français m'échappe, mais le membre du directoire. Voilà, le directoire, exactement. Donc il y a le directoire, il y a la nomination de Christine Lagarde elle-même, qui sont elles-mêmes, donc ce board de directoire, enfin ce board de directeurs, donc ce directoire et la présidence, de toute façon, sont des nominations politiques et représentent les comment dire, aussi des équilibres politiques des différents pays. Là, par exemple, en France, pour la Banque de France, c'est le gouverneur actuel, Willotte Gallo, qui va être renouvelé. C'est quelqu'un de très très orthodoxe. Le Parlement a un droit de veto, non ? Alors, je sais que ça fait partie des choses dont on discute en privé. Je doute que ça aboutisse, mais le fait est que ça, on peut en parler. Tu vois,
c'est aussi l'objet de l'Assemblée citoyenne de la politique monétaire, c'est de dire il faut démocratiser les choses, parce que finalement ces nominations-là se passent dans le désintérêt général, les gens regardent pas trop ça. Tu ferais un micro-trottoir pour savoir qui est le président de la Banque de France, place de la République, je suis pas sûr que t'aies grand monde qui puisse se dire qui c'est. Donc ça se passe vraiment dans une indifférence générale, mais même si ça se passe dans l'indifférence générale, ces nominations-là restent des nominations politiques et donc reflètent que ce soit l'exécutif ou le Parlement. Quelque part, si le Parlement est déjà dans la majorité de l'exécutif, il se passera probablement pas de miracle. Donc ça reste des nominations politiques. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que même s'il y a cette indépendance-là, au départ, l'idéologie qui est insufflée, elle est celle des chefs d'État qui, eux, ont été élus démocratiquement. Et que même si je considère, à titre personnel, qu'il y a énormément de choses à changer pour améliorer la gouvernance et la représentativité, tout ça n'est pas en fait complètement déconnecté du politique. Et que même si on changeait la gouvernance, tant que les gens, tant que les pays européens continuent à être à droite, on aura un directoire à droite et on aura une politique orthodoxe finalement, même à gouvernance égale. Oui, peut-être. En tout cas, il y a une proposition qui va aussi dans le sens, qui parle aussi qui traite aussi de la nomination de certains membres de la BCE. Je l'ai pas mis là à l'agenda, mais j'ai hésité. Parce que j'ai plus les détails exacts en tête, mais sur les grandes lignes, je me souviens très bien. Et ça pourrait très bien arriver en Europe, mais c'est justement un des directeurs ou un des vice-présidents de la Fed, donc la Banque centrale américaine, qui autour de mars 2020, donc quelques jours avant les annonces d'expansion des assouplissements quantitatifs liés à la crise Covid, a fait une action en bourse, donc un délit d'initié quoi en fait. Donc il y a effectivement des choses un petit peu choquantes de ce point de vue-là. Alors c'est pas arrivé dans ces extrêmes-là en Europe, mais il y a effectivement un besoin aussi, je pense, de regarder un petit peu plus ce qui se passe et de rendre des comptes. Parce que ça aussi c'est une autre question. Finalement, il y a eu énormément d'actions monétaires ces 10 dernières années en réaction à la crise des subprimes, qui ont profité à certains, moins à d'autres, même si dans la globalité, les gens ont tendance à s'accorder pour dire que ça aurait été pire s'il n'y avait rien eu, qui est un constat que je suis prêt à accepter moi-même. Par contre, ça ne doit pas nous empêcher de faire un bilan. Et là-dessus, c'est vrai qu'on a des bonnes raisons d'être insatisfaits sur la remise en question, sur la critique ou l'autocritique, parce que finalement, sur les banques centrales, il n'y a que de l'autocritique, il n'y a pas trop de critique. Et là-dessus, à savoir à qui a vraiment profité cette expansion monétaire qui représente des centaines de milliards d'euros. Et là-dessus, visiblement, je pense que c'est une des conclusions de cette assemblée citoyenne. Si les choses qui sont remises en question, c'est la démocratisation de la banque centrale et la neutralité de la monnaie, justement pour la cibler par ailleurs sur d'autres actions, c'est que le compte n'y est pas. Tout à fait. En tout cas, du côté de Positive Money, on va faire en sorte de diffuser les propositions de manière très large. On avait fait un webinaire avec la Banque de France. D'ailleurs, c'était le lancement. Il y avait le lancement, puis il y avait le premier webinaire, Retour aux bases, on l'avait appelé. Et à la fin, donc dans nos échanges avec les personnes qui nous avaient avec qui on avait échangé au sein de la Banque de France, après le webinaire, on nous avait demandé justement, insister, on partage les résultats. Les fonctionnaires à la Banque de France sont très curieux de savoir ce qu'il en ressort. J'en profite pour remercier Alex, alias Aeric, qui s'est abonné avec Prime. N'hésitez pas à vous abonner avec Prime. N'hésitez pas, voilà, pour soutenir la chaîne. Mais oui, non. Alors c'est vrai que ça il faut le préciser. On va pas rentrer dans le détail des 5 propositions ce soir. J'ai cru comprendre par ailleurs qu'elles étaient encore un tout petit peu affignolées, même si la colonne vertébrale est là. Mais tu m'amènes à cette question-là. Donc la suite, c'est quoi ? C'est-à-dire, donc on va partager ces propositions-là avec la Banque de France, on va les envoyer aussi à la Banque Centrale Européenne.
Mais où est-ce qu'on peut les retrouver ou quand est-ce qu'elles vont être disponibles pour les gens qui seraient curieux d'aller un petit peu y jeter un œil et de découvrir, voilà, plutôt que de lire des propositions faites par des experts, cette fois-ci des propositions élaborées par des citoyens. Idéalement, j'aimerais vraiment pouvoir vraiment terminer le rapport d'ici la fin de la semaine prochaine. Et à partir de là, voilà, on le diffusera, on mettra les résultats sur les réseaux sociaux, on enverra aussi des mails à toutes les personnes qui se sont inscrites sur la plateforme d'ailleurs. Et il y avait vraiment, il y a vraiment un grand intérêt de la part des citoyens qui se sont inscrits et même de ceux qui s'étaient inscrits à l'Assemblée et qui n'ont pas pu nous rejoindre. J'ai reçu beaucoup de mails me demandant de faire vraiment en sorte de partager les résultats. Et ça, j'ai trouvé que c'était chouette de voir autant d'intérêt pour cet exercice. Donc voilà, idéalement, encore une semaine d'attente. Pour avoir donc les propositions fignolées, donc voilà. On les découvrira avec plaisir. Mais donc, donc on a encore beaucoup de choses sur le climat. Tu as peut-être une proposition sur laquelle tu voudrais faire référence, Oui, alors oui, alors une qui n'était pas ressortie dans celle qu'on t'avait présentée il y a 2 semaines et qui est revenue quand même assez... elle est même dans un des titres en fait, des propositions. Conditionner les prêts qui sont accordés aux banques, justement, appliquer des conditions climatiques et environnementales à ces prêts-là, afin justement d'enclencher en fait la transition, si on peut encore parler de transition, parce qu'il faut vraiment qu'on accélère et que c'est pas une... Enfin voilà. Donc, on revient encore sur cette notion de l'argent n'est pas neutre, et donc il faut donner un sens à cet argent qui est débloqué par la Banque centrale. Et c'est intéressant parce que c'est vrai que sur les 4 propositions qu'on a vues, qui étaient déjà très ambitieuses, moi je suis sorti de là avec des idées plein la tête, mais finalement on a très peu parlé du canal bancaire. On a parlé de la Banque centrale et peut-être d'un exercice plus direct de la politique monétaire vers les citoyens. Ce qu'il faut rappeler, c'est que la politique monétaire, en fait, elle est quasiment exclusivement actuellement exercée auprès des banques. Parce que finalement, la Banque centrale, grossièrement, c'est un peu la banque des banques. Et c'est intéressant, je suis content, parce que c'est vrai que c'était, à mon avis, un truc qui manquait par rapport aux 4 propositions. C'était parcellaire, donc c'est pas une critique. C'est de s'attaquer aussi à cette question finalement, du monopole du canal bancaire pour l'exercice de la politique monétaire. Et qui est quasiment exclusivement sans contrepartie en fait envers les banques, ce qui a quand même l'avantage de permettre d'éviter un effondrement total du système financier, mais qui a d'autres conséquences, notamment, ça c'est des choses auxquelles on a déjà parlé, on pourrait en parler pendant des heures, la montée des entreprises zombies, donc des entreprises qui sont en fait maintenus un peu artificiellement en vie grâce à l'octroi facile de prêts ou même pour les plus grosses boîtes au rachat de la dette par la Banque centrale. Le fait d'une politique monétaire accommodante pour les plus grosses entreprises et pour les banques, faisant que on a une espèce de filet social pour les entreprises les plus grosses qui fait que certaines entreprises qui, si on suit les lois du marché, seraient peut-être amenées à faire faillite parce qu'elles n'ont pas pris un virage, par exemple le virage du numérique ou le virage de la transition écologique, mais qui sont maintenues artificiellement en vie, indirectement en fait. Là on parle pas d'un soutien du gouvernement, on parle de circonstances financières et monétaires accommodantes, qui font que donc ce qu'on appelle les entreprises zombies, donc des entreprises en fait qui feraient tout simplement faillite s'il n'y avait pas cette politique monétaire accommodante, et ce chiffre ne fait qu'augmenter en fait. Donc ça fait partie des questions à se poser, et peut-être aussi des choses qui nous empêchent d'arrêter. Il y a une côté un peu addiction à la politique monétaire actuelle, parce qu'on sait très bien qu'on a aussi fait monter une bulle, fait grossir une bulle d'acteurs en fait qui dépendent de cette action-là, et puis le jour où on va fermer le robinet, on a un peu peur des conséquences. C'est d'ailleurs en ça ou aussi quand on dit que la Banque centrale européenne n'est plus vraiment indépendante, oui. Elle dépend beaucoup aussi de... Elle a choisi de qui elle dépendait, quoi, finalement. Le financier peut
peut être inquiétante. Non, mais je suis entièrement d'accord avec ça, et c'est des questions voilà, qu'on se pose pas sur ces news, justement. Donc, heureusement qu'on essaye un petit peu d'en parler ici. Mais je sais que tu vas devoir bientôt nous laisser, mais du coup, je ne résiste pas quand même au fait de peut-être d'aborder un des autres sujets un peu avec toi. Sur lequel on peut peut-être commencer par le plus gros, comme ça on sera pas trop de deux pour en parler. Evergrande, qu'est-ce que ça t'évoque? Non, alors ce n'est pas une grande chanteuse pop. Evergrande? Je sais pas. Alors, tu n'as pas suivi non, le. Je crois savoir de quoi tu parles, mais je préfère ne pas dire de bêtises. Ok. Non, mais je me demandais si tu m'offrais une transition subtile, auquel cas je n'ai pas du tout saisi la balle au bon, ou si tu posais vraiment la question. Non. Alors, Evergrande, c'est un petit peu le nom qui a agité, ou qui agite d'ailleurs encore directement ou indirectement la finance internationale. Evergrande, en fait, c'est quoi? C'est une entreprise chinoise. Une entreprise chinoise spécialisée dans l'immobilier. Et des entreprises comme Evergrande, en Chine, il y en a des dizaines et des dizaines. Des entreprises qui investissent beaucoup dans la construction d'immeubles, de logements en Chine. Et les entreprises qui, du coup, se font financer par les marchés pour pouvoir ensuite, voilà... Ça, c'est une des bases de la finance. Hein. Une des bases de la finance, c'est que on va chercher à transformer de la monnaie, de l'argent liquide, qui est facilement échangeable, du cash, des bons du trésor, etc., en assets ou en actifs qu'on appelle encombrés, donc typiquement de l'immobilier, hein, la différence entre le mobilier et l'immobilier, donc immobile. Et donc Evergrande, c'est une de ces entreprises qui se finance et qui utilise cet argent-là, de l'argent qui doit être remboursé à horizon 2 ans, 5 ans, etc., pour faire des projets très long terme, typiquement voilà, de l'immobilier, construire des grandes tours sur des années et des années, et puis vivre de la rente immobilière. Des entreprises comme ça, il y en a plein en Chine, il y en a plein d'ailleurs ailleurs. Et ça rappelle un peu aussi, directement ou indirectement, une certaine logique qui s'était insufflée en 2007 et avant 2007 aux États-Unis avec les subprimes, où en fait on avait comme ça un passage de l'immobilier, du marché de l'immobilier à la finance et au fait de faire venir des investisseurs d'un peu partout, et donc de transformer des actifs liquides en actifs un peu plus immobiliers donc. Et puis on a bien vu que ça a créé une bulle et que ça a complètement explosé, et que non seulement ça a fait une crise américaine, mais que ça a fait une crise financière mondiale. Et donc il y a un petit peu cet effet cicatrice, je dirais, de 2008 avec Evergrande, donc, qui est une boîte qui du coup a investi de manière vraiment comment dire, le mot que je cherche, pas proactive, mais de manière un petit peu, je dirais même féroce, un petit peu même très risquée, dans l'immobilier chinois. Et il y a des projets immobiliers qui n'ont pas trouvé preneur. Ça a construit, il faut voir certains reportages, ça a construit un peu n'importe comment. Et donc, quand l'hiver fut venu, l'entreprise se trouva fort dépourvue. Et donc, elle n'a pas pu rembourser ses investisseurs. Et donc, elle a fait un défaut à hauteur de 200 millions. C'est 200 millions ou 200 milliards? C'est peut-être... non, je crois que c'est 200 milliards en plus. Attends, je vérifie en direct avec toi. 200 millions, c'est quand même pas mal, mais 200 Non, ça doit être 200 millions. Non, c'est 200 millions, autant pour moi. Mais en tout cas, c'est des entreprises qui pèsent des centaines de milliards, et la dette, c'est comme quand on paye comme quand on rembourse son prêt immobilier. On a des échéances tous les mois, et donc là, elle avait une échéance de 200 millions qu'elle n'a pas pu rembourser parce que il y a eu des petits soucis sur l'immobilier. C'était beaucoup trop agressif comme stratégie pour que ça fonctionne. Et puis ça fait poser aussi beaucoup de questions sur non pas la finance, mais sur aussi l'état de l'immobilier, qui est pour le coup de l'économie réelle en Chine. Et c'est pas la seule entreprise dans ce cas-là. Il y en a des dizaines et des dizaines, au point qu'une seconde entreprise là lundi a fait défaut aussi. Elle s'appelle Fantasia, et c'est une entreprise similaire. Et le souci, c'est de savoir qui sont les investisseurs qui détiennent cette dette. Est-ce que c'est des investisseurs chinois, et donc est-ce que ça va être un problème sino-chinois, ou est-ce que, comme à l'époque des subprimes, c'est une dette...
Puis alors, c'est vrai que je vois sur le chat, Fantasia, ça s'invente pas. C'est vrai que c'est des noms. Ça sent un peu les compagnies écrans qui sont juste des boîtes aux lettres à transformer l'argent en pierre. Fantasia, Evergrande, c'est des noms délirants. Et donc la question qui se pose, pour la Chine, c'est un peu dramatique, mais je pense qu'il y a deux questions principales qui se posent. Je te laisserai réagir juste après. La première, c'est que cette fois-ci, c'est une crise financière qui pourrait arriver de Chine, et donc quelle sera la réaction de la Chine ? Est-ce que la Chine fera comme la Fed, c'est-à-dire essayer de faire une politique accommodante pour limiter la casse, ou est-ce qu'elle fera comme le Trésor américain, c'est-à-dire laisser tomber les Lehman Brothers et puis du coup embarquer avec elle beaucoup d'autres acteurs financiers. Donc ça, à mon avis, beaucoup de gens sont aussi comme ça au chevet de la réaction chinoise sur cette crise qui pourrait être financière. Et d'autre part, l'autre question, c'est est-ce qu'il y a des banques ou des investisseurs étrangers en dehors de Chine qui possèdent de la dette de Evergrande ou de Fantasia, ou qui la possèdent indirectement, parce que c'est ça qui est un peu pervers. Par exemple, en Europe, il y a très peu de banques a priori qui ont une exposition directe sur la dette de Evergrande. C'est beaucoup possédé par des entreprises chinoises. Mais est-ce qu'il n'y a pas des parts de ces entreprises chinoises qui sont possédées par ailleurs ? Est-ce que c'est pas indirect comme effet ? Et bien évidemment, c'est dans la toile de finance mondiale, c'est très difficile à identifier. Et donc il y a une certaine crispation autour de l'immobilier chinois et de sa financiarisation qui fait que ça pourrait être une bombe à retardement, un peu à l'image de ce qui s'est passé en 2007-2008. Donc voilà pour un peu le rappel des faits sur Evergrande, mais on parle d'entreprises qui pèsent des centaines de milliards, hein. On parle de gros montants qui peuvent faire vaciller la finance mondiale. C'est assez inquiétant quand même, hein, parce que en 2007-2008, on n'avait pas un Covid juste avant qui avait déjà fragilisé nos économies. Non, c'est vrai que ça c'est un vrai constat, c'est que non seulement on parle de crises qui peuvent avoir des conséquences assez importantes, mais on parle de crises qui se répètent en fait, qui se répètent, et qui s'amplifient même en fréquence et en intensité, parce que comme elles s'enchaînent, c'est de plus en plus difficile après. Donc tu as raison, on sort de la Covid. Déjà, quand on est entré en Covid, on sortait une espèce de stagnation depuis quelques années qui était justement conséquence de la crise de l'euro et de la crise des subprimes juste avant. Exactement. Donc, et puis des banques centrales qui ont déjà du coup déversé des centaines de milliards de cash, qui ont fait de la politique accommodante, en tout cas pour les marchés. Qu'est-ce qu'il leur reste à faire, quoi ? Quelles sont les marges de manœuvre, tu vois, pour... Bonne question. C'est waouh. J'en avais pas entendu parler. C'est étrange. Pourtant, je m'étais surtout concentrée sur les. Peut-être que tu en parleras quand je serai partie, mais sur une autre actualité depuis dimanche, dont on n'entend pas beaucoup parler. Bizarrement, c'est étrange. Mais oui, j'avais pas entendu parler de ce scandale, mais je vais aller voir. Je vais aller voir un peu plus. Ce qui est risqué en plus avec un truc pareil, et c'est ça un peu le piège avec l'économie et la finance, c'est que même si finalement il n'y a pas de problème de crise financière à proprement parler, c'est-à-dire en tout cas de contagion au monde entier, il y a un risque pour la Chine elle-même d'avoir une croissance en berne, de devoir essuyer quelques dettes de ses promoteurs immobiliers et de payer les conséquences de cette crise immobilière. Comme la Chine, dans une grande mesure, est aussi un moteur de l'économie mondiale, qu'indirectement, la contagion se fasse aussi par le fait qu'on n'ait plus ce moteur chinois de l'économie mondiale. Alors après, on peut parler aussi de besoin de sobriété, le fait que la croissance ça fait pas tout, très bien, mais le fait est qu'aujourd'hui, comme on n'a pas enclenché non plus de transition vers des économies post-croissance, on en dépend encore de cette croissance, et donc ça peut se faire avec perte et fracas. Sans vouloir être oiseau de mauvais augure, il est clair qu'on est tous en train de se poser la question de savoir si on est en train de vivre un moment subprime. Est-ce qu'on n'est pas minuit ou moins le quart avant la prochaine crise des subprimes, quoi. Oui, donc là, c'est vraiment encore un signe qui nous rappelle que vraiment les dirigeants européens, en tout cas au niveau de l'Union européenne et de la zone euro, il va falloir vraiment qu'ils prennent de réelles décisions et qu'ils soient, forts et
Là, c'est inquiétant quand même. Hein. Tu viens de me faire peur, Michael. Alors, c'est vrai que je réagis un peu sur le tard aux réactions du chat. Je m'en excuse. Rachid qui nous dit normalement l'État chinois devrait intervenir. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quand même eu effectivement du cash qui a été injecté sur les marchés, mais de manière ad hoc. Et ces deux entreprises-là ont leur cours en bourse qui est suspendu. Mais donc, on est toujours dans l'expectative, quoi. C'est du quick fix. On n'est pas encore sur des changements structurels. Et ça me permet aussi de rembrayer sur ce que tu nous disais tout à l'heure sur la proposition par rapport aux banques en particulier. Alors là, on est sur plus que les banques, hein, on est sur des acteurs financiers, mais qui ne sont pas des banques à proprement parler, mais la question de la conditionnalité. Pourquoi ? Parce que finalement, il y a un petit côté, l'histoire se répète, quoi. Et c'est quand même dingue de se dire que 10 ans plus tard, 12 ans plus tard, même cause, même conséquence, on en est encore là. Et ça me fait peut-être aussi une transition vers la news peut-être dont tu parlais, celle des Pandora Papers. Exactement. Parce que les Pandora Papers, donc l'évasion fiscale, nouveau leak, nouvelle grande révélation d'un consortium de journalistes dans le monde qui ont pu profiter de certains leaks et de certains lanceurs d'alerte pour analyser des tas de comptes dans des paradis fiscaux et de savoir un petit peu ce qui se passait là-bas. On va aller un peu dans le détail de ce qui s'est passé en particulier avec les Pandora's Papers, mais c'est un énième scandale d'un truc qu'on savait déjà, et des Panama's Papers et des LuxLeaks, et il y en a tous les ans. Enfin, on en devient presque complètement blasé. Et c'est assez alarmant de dire qu'à chaque fois, les nouvelles révélations sont encore pires que les précédentes. Et alors que la prise de conscience finalement augmente, rien ne change, quoi. Oui, exactement. Et ça devient lassant et vraiment énervant, surtout quand on est face à une crise climatique. On est dans une crise économique avec la crise sanitaire. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent, qu'il va falloir se serrer la ceinture, et on découvre quasiment une fois par an, une fois tous les 2 ans, que certaines personnes, et puis c'est une poignée en fait, une poignée de personnes qui trichent, réellement, qui trichent. Alors peut-être pour rappeler très rapidement les chiffres, en gros, donc, et c'est pas les chiffres finalement qui, à mon avis, font le plus gros du scandale. On parle donc de 11 300 milliards de dollars, donc qui sont en fait dans des paradis fiscaux, donc qui n'ont pas été imposés. Donc, alors ça veut pas dire qu'il y a ce manque-là à gagner, c'est juste une portion de ça qui devrait être taxée et qui n'a pas été taxée. Il n'empêche que ça fait des montants qui se chiffrent en plusieurs centaines de milliards. Et finalement, au-delà des montants un peu impressionnants, et on sait très bien qu'avec des centaines de milliards, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait financer, notamment la transition écologique, mais pas que. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qui est-ce qu'il y a derrière. Et non seulement... alors on s'imaginerait avoir des Jeff Bezos et d'autres manias du privé, et il y en a dans le genre, mais on a aussi des dirigeants. Alors on a, pour pas citer de nom, mais on a un ex-président du FMI, on a un député La République En Marche qui est actuellement à l'Assemblée nationale, on a un ministre des Finances néerlandais, donc on a des gens qui sont aux manettes. Et c'est là aussi qu'est le scandale, qui fait flipper. C'est que du coup on comprend pourquoi rien ne change, révélation après révélation. C'est parce qu'on a des gens qui ont intérêt à ce que rien ne change, ou en tout cas qui profitent complètement du système. Ça, c'est la partie la plus scandaleuse. Il y a vraiment... je veux pas rentrer dans le populisme primaire, mais il y a vraiment un sentiment d'impunité dingue, quoi. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? D'impunité d'ailleurs, parce que... alors, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'il y a aussi un truc, c'est que une grande partie de ces pratiques ne sont pas, strictement parlant, illégales. Oui, c'est beaucoup de l'optimisation fiscale qui est faite. Alors déjà, ça j'en parlais un peu dans la conférence Civiliser l'économie. C'est toute la violence symbolique des mots utilisés en économie, tu vois. Oui. Et parler d'optimisation fiscale, c'est tellement beau. On a l'impression de faire une affaire, etc. Alors que c'est tout simplement c'est vraiment
c'est pas de l'optimisation, c'est de l'évasion fiscale. Même si c'est pas illégal, c'est le fait de se soustraire à l'impôt ou de ne pas s'y soustraire, justement, de soustraire le fait de devoir régler l'impôt, et c'est assez déprimant. Je terminerai peut-être avant de te laisser réagir et puis de te laisser aussi tranquille, parce que tu m'avais dit que tu avais d'autres plans, parce que je comprends tout à fait. Merci Ubik pour le follow par ailleurs. Alors, optimisation ou évasion fiscale, je sais que les termes en général sont pas utilisés pour la même chose, mais le fait est, c'est qu'on évite un impôt. En général, voilà, l'évasion fiscale, on parle plutôt de quelque chose qui est illégal. L'optimisation fiscale, c'est légal, mais dans les deux cas, on évite un impôt parce qu'il y a un gap juridique. Et donc, justement, je pense qu'un des premiers points, ce serait de pouvoir de pouvoir remplir ce gap juridique. Et il y a eu une bonne nouvelle aujourd'hui, c'est, je sais pas si tu as vu, ça s'appelle Fatal. Ça a été voté au Parlement européen. Oui, j'ai vu quelques publications d'Aurore Laluc. Voilà, notamment qui était à l'origine de ce rapport, Aurore qu'on salue, hein, qu'on a eu sur cette chaîne l'année dernière. Donc Fatal, c'est pas inintéressant, hein, parce que faut savoir que le Conseil, au moment de la révélation des Pandora Papers, a quand même réussi à sortir un des paradis fiscaux de la liste des pays des paradis fiscaux en réaction. Donc c'est-à-dire qu'il y a un scandale qui émeut les citoyens, et le Conseil européen, qu'est-ce qu'il décide finalement d'aller encore plus là-dedans et faire pire. Heureusement, le Parlement européen a plutôt bien réagi. Avec alors Fatal, c'est un acronyme pour Framework for Aggressive Tax Arrangement and Low Rates. Donc l'idée, c'est de proposer un nouveau framework justement pour éviter d'avoir ces arbitrages par rapport aux pays qui ont une politique agressive par rapport justement au taux d'imposition, et donc le fait de permettre comme ça de réorienter comme ça les investissements et d'éviter l'impôt. C'est pas inintéressant, il faut regarder dans le détail. D'ailleurs, c'est sur le site du Parlement européen. Si vous voulez voir, c'est ici. C'est assez austère par ailleurs. Mais je crois que le point important, sans vouloir déprimer trop les gens, c'est que comme c'est le Parlement européen, c'est finalement, c'est pas. C'est jamais qu'une recommandation, voilà, ça invite les gens de la Commission et les gens de l'exécutif et les États membres à suivre ces recommandations-là, mais malheureusement, ce n'est jamais qu'une belle proposition. C'est pas quelque chose, même si le Parlement européen a voté pour, voilà, qui est en place et qui sera mis en place forcément, quoi. Donc, ouais, c'est pas contraignant, quoi. Ouais, c'est pas contraignant. Bon. Ça reste un pas dans le bon sens, dans la bonne direction, évidemment. Et puis si déjà le Parlement peut se mettre d'accord là-dessus, ce qui n'est pas forcément toujours gagné non plus, c'est quand même assez génial. Maintenant, on est vraiment qu'au début, quoi. Hein. J'entendais, j'avais regardé un peu quelques débats autour des Pandora Papers, et une personne disait qu'il va falloir une mobilisation citoyenne. Effectivement, j'ai bien l'impression qu'il va falloir qu'on se saisisse de ça, parce que, comme je disais tout à l'heure, on nous dit qu'il faut serrer la ceinture, que le budget de l'État est limité, qu'on ne peut pas aller au-delà d'un certain pourcentage de dette et de déficit. Bon, il y a de l'argent à aller chercher quelque part, donc pourquoi est-ce que ce serait à nous de payer quand il y a autant d'argent qui... voilà. Surtout qu'on est régulièrement mis à contribution, hein, tu vois, les réformes successives, notamment pour la plus récente de l'assurance chômage, c'est les plus précaires, hein, qui vont payer la facture. Donc il est quand même pas inintéressant de remettre un petit peu de justice fiscale là-dedans. Mais moi, ce qui me choque encore plus, c'est le fait que dans ce lot-là, il y a en fait des gens qui sont aux manettes. Voilà, quand tu as un ministre des Finances ou un président du FMI qui est le premier à faire de l'évasion fiscale ou de l'optimisation fiscale, c'est compliqué, quoi. Vraiment, là, on est sur vraiment du foutage de gueule, quoi. Totalement. 35 chefs d'État. 35, non mais c'est énorme, oui. Non mais c'est vrai que je regardais, oui. Et puis je crois qu'il y a Tony Blair aussi dans le lot. Qui rajoute cette casserole-là à son bilan. Non, effectivement, c'est assez
assez hallucinant. Bah écoute, moi je vais peut-être terminer sur une dernière chose, comme ça si t'as encore juste 2 minutes, et puis comme ça on termine ensemble. Puisqu'on parle de Tony Blair, on va terminer tranquillement mais sûrement avec les banques britanniques. Il me semblait intéressant, on n'en parle pas trop sur cette chaîne, alors que en tant qu'ex-résident londonien, il fut un temps où je parlais beaucoup du Brexit. Bon, souvent le Royaume-Uni, notamment aussi sous l'impulsion Thatcher, est présenté comme un peu un paradis des banques. Londres était la place financière européenne, et on se demandait un petit peu ce que le Brexit allait, de quoi le Brexit allait accoucher vis-à-vis de la place londonienne. Est-ce que tout le marché allait repartir vers Londres ou vers Paris ou vers Francfort? Est-ce que Londres allait en profiter pour devenir un havre de dérégulation, etc. On se demandait un peu. Donc là, on a une nouvelle, c'est que, et ça c'est pas inintéressant, il faut déjà le savoir, c'est que il y a un point sur lequel les Anglais étaient en avance sur l'Europe déjà avant le Brexit, c'est sur ce qu'on appelle le ring fencing. Le ring fencing, c'est la séparation des activités de dépôt des activités de marché. Grossièrement, le ring fencing, ça veut dire que si vous êtes client de la Société Générale, c'est une banque de dépôt avec des distributeurs, vous avez votre compte épargne, votre livret A, etc. Et c'est aussi une banque d'investissement active sur les marchés, notamment aussi sur les subprimes à l'époque et sur d'autres trucs, etc. Et il n'y avait pas de séparation entre les deux, ce qui fait que c'était le même bilan, et donc il y avait toujours un risque aussi pour les épargnants si les activités de trading emportaient tout ça dans leur chute. Et donc une loi finalement une logique de bon sens, c'est de dire quand des banques ont ces deux activités, on met finalement une espèce de grande muraille, de pare-feu, ce qu'on appelle le ring fencing. Et c'était le cas d'ailleurs jusqu'au début ou au milieu des années 80 dans le monde. Les banques étaient comme ça séparées entre les activités de dépôt et activités de marché. Et c'est un truc qui a aussi fait que la crise des subprimes a été problématique, notamment chez certaines banques britanniques, notamment on se souvient de Northern Rock, qui a fait faillite alors qu'elle avait beaucoup d'investissements sur les subprimes, et donc beaucoup d'épargnants qui se sont retrouvés comme ça avec leur épargne un petit peu bouffée par les activités de marché. Donc le Royaume-Uni avait réinstauré ce qui était une habitude bancaire pendant longtemps, c'est ce ring fencing, donc cette séparation des activités pour éviter que les activités de dépôt se retrouvent à financer les activités de trading. Et c'est un truc que l'Europe n'a jamais fait. N'a jamais vraiment voulu faire et bloqué toujours. Et là c'est intéressant parce que du coup profitant du Brexit et donc d'un point de vue compétitivité, en disant regardez nos petits voisins européens, eux ont pas le ring fencing, c'est un avantage comparatif par rapport à nous, et donc demander au gouvernement britannique qui envoie des vertes et des pas mûres en ce moment, notamment à cause du Brexit, mais aussi avec les prix de l'énergie et les problèmes d'approvisionnement. Donc les banques en profitent pour dire si on mettait à la poubelle la réforme du ring fencing. Oh là là, c'est pas vrai. Donc pour moi c'était intéressant parce que ça donne du grain à moudre finalement aux deux camps. C'est le camp qui dit ouais, les Britanniques de toute façon c'est des méchants libéraux avec des méchants banquiers, etc. Et ils veulent déréguler. C'est vrai, ils veulent déréguler, ils vont en profiter. Ça, de toute façon, faut pas se leurrer. L'optimisation fiscale, c'est la même logique. D'ailleurs, l'optimisation fiscale, t'as aussi des banques, t'as des consultants, t'as les Big Four. C'est des grosses boîtes aussi. Bien sûr, c'est tout un système en fait. Voilà, tout à fait, dont les banques sont aussi les parties prenantes. Donc il y a ça. Mais ce qui est intéressant aussi par rapport au narratif, les méchants britanniques qui maintenant qu'il y a le Brexit, ils vont bien essayer de nous niquer. Et en fait, ils avaient fait le ring fencing alors même qu'ils étaient dans l'Union Européenne, et le reste de l'Europe ne l'a pas fait parce que notamment la France et l'Allemagne bloquaient le ring fencing. Et ça c'est intéressant. Bloquer le ring fencing. Pourquoi ? Parce que en France, on a des grosses banques universelles qui font beaucoup des deux, et donc le vrai ring fencing ça les arrange pas. Les Allemands ça les arrange pas beaucoup plus en vérité, parce qu'ils ont aussi quelques grosses banques comme Deutsche Bank, même si le système bancaire allemand est assez différent par nature, mais ça pourrait être un sujet pour une autre fois. Oui, je veux bien en apprendre davantage sur... avec plaisir sur les Landesbank et ce système un peu public-privé, ce réseau de plein de mini-banques. C'est assez particulier l'Allemagne du point de vue bancaire. Mais tout ça pour dire que c'est intéressant de voir que
Ça c'est plutôt aussi le régulateur britannique. Pendant longtemps le régulateur britannique était beaucoup plus proactif que le régulateur moyen en Europe finalement, et peut-être que le Brexit, c'est peut-être le Brexit finalement qui mettra ça à mal, alors que c'était pas toujours les Britanniques qui étaient les plus en retard sur la régulation au sein de l'Europe, contrairement un peu aux idées reçues, même si pour l'exemple là-dessus, notamment la taxe sur les transactions financières, les Britanniques bloquaient aussi, hein, par exemple. Tout n'est pas blanc ou noir, mais une histoire un peu triste, mais une histoire aussi un peu contre-productive, en tout cas contre-intuitive, qui va un peu je dirais à l'encontre des idées reçues. Et alors on sait un peu quel est ce qu'en dit l'opinion publique britannique ou... Alors ça, je doute que l'opinion publique britannique soit pour, parce que pour le coup, c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle, là je parle de vécu, la culture financière moyenne au Royaume-Uni, elle est quand même un peu supérieure que la moyenne européenne, dans le sens où on encourage beaucoup plus c'est un pays beaucoup plus libéral, hein. Donc déjà, l'explosion de la City, et l'habitude aussi un peu à la dure d'avoir un système social pas ouf pour les retraités, etc., fait que beaucoup de gens investissent même leurs économies en actions, même sans être Crésus. Beaucoup de gens des classes moyennes vont aussi investir en actions plutôt que d'avoir juste un livret A. Il y a aussi des mannes fiscales qui encouragent un peu tout ça, mais bref, quelles que soient les raisons, et j'ai couvert qu'une petite partie des raisons, il y a une culture financière un peu au-dessus de la moyenne au Royaume-Uni. Et je crois que les Britanniques ont très bien compris que, effectivement, s'ils voulaient aller jouer sur les marchés, c'est une chose, mais le compte épargne, c'en est une autre, et le ring fencing, c'est aussi une des raisons pour laquelle ils l'ont fait, à mon avis. C'est que c'est une des rares régulations financières qui parle aussi au commun des mortels, quoi. C'est assez simple à comprendre. Tu vois, on n'est pas sur les règles prudentielles compliquées ou je sais pas quoi, on est sur quelque chose qui est, comme diraient les Britanniques, bread and butter, quoi. Exactement. Oui, là c'est très concret, hein. Donc oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on comprend tout de suite et dont on comprend aussi les enjeux assez rapidement. Et c'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, que la présentation principale de dire pourquoi on veut le faire, c'est parce que du coup on n'a plus l'avantage comparatif par rapport à l'Europe, et donc on cherche un petit peu aussi à gagner le cœur des citoyens en leur disant c'est parce que du coup l'Europe va nous battre, en tout cas va être plus compétitive là-dessus. C'est un argument qu'on a vu aussi en France, hein, l'Assemblée nationale en début d'année 2020, quand devait être voté un des derniers volets des accords de Bâle, donc qui sont les règles prudentielles, etc. Où en fait on avait eu toute une flopée de députés des Républicains et de la République en marche passer tour à tour, recracher péniblement les arguments des lobbies des banques. Et le principal argument pour ne pas voter le package, qui était par ailleurs voté par la France au niveau européen, mais qui au niveau de l'Assemblée nationale ne passait plus, c'est de dire on ne sera pas assez compétitif par rapport aux Américains, quoi. Donc c'est toujours le fait de dire on va niveler par le bas la régulation, parce que sinon mon voisin, lui qui n'a pas régulé, il va avoir un avantage sur moi, quoi. Et donc c'est une course vers le bas, quoi. Comme on voit pour justement aussi la fiscalité, la fiscalité, exactement. Des taxes sur les entreprises, sur les impôts sur les sociétés, c'est ça? Oui. Un autre échec aussi de l'Europe, ça, hein, pour le coup. Alors on va voir où ça mène, mais c'est Biden qui a relancé un petit peu ce débat sur l'assiette commune minimale donc d'imposition sur les sociétés. Et c'est un dossier qui était un vrai serpent de mer en Europe. Et sur une union politique comme l'Europe où ça n'a jamais pu se faire, il a fallu que ce soit sous l'impulsion des Américains pour que ça commence un petit peu à se faire. C'est quand même un véritable échec de la gouvernance européenne. Pas de l'Europe en général, mais de la gouvernance européenne, de se dire finalement c'est une coopération internationale qui doit être guidée par les États-Unis qui va y arriver, là où nous-mêmes, alors qu'on se voit tous les mois et qu'on est autour de la table, on n'a jamais voulu le faire, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il faut encore plus de conventions citoyennes. Oui, j'allais rebondir du coup sur ce dernier commentaire qui, à mon avis, sera le mot de la fin avant de te remercier chaleureusement, Sarah. Il y a tellement de sujets sur lesquels il faudrait des mobilisations citoyennes. Est-ce qu'au final, toutes ces affaires ne lassent pas au lieu de s'indigner? Je crois effectivement qu'elles lassent, que le moment de l'indignation est passé chez pas mal de personnes.
Mais on est là aussi pour vous rappeler que voilà, il n'y a pas de fatalisme et on va continuer à lutter, et notamment avec ces propositions citoyennes pour la politique monétaire qu'on retrouvera d'ici une grosse semaine, je pense, Sarah. On en reparlera sur Twitter. Peut-être l'occasion voilà, de rappeler aussi que Sarah, que tu es sur Twitter, que les gens peuvent te retrouver s'ils sont intéressés par cette initiative. Alors que je vais illustrer ça avec justement ton compte Twitter, comme ça les gens peuvent te follow. Génial, merci. Alors c'est Sarah Vive, c'est un jeu de mots du coup, c'est ça hein? Oui, c'est un jeu de mots. On est d'accord. On aime beaucoup les jeux de mots ici, donc ça tombe bien. Génial. Voilà. J'ai pas besoin de me faire de pseudo alors. Voilà, bah écoute Sarah, en tout cas on te remercie d'avoir déjà bossé et d'avoir suivi cette affaire sur les 6 derniers mois, et on suivra ça avec attention sur les 6 prochains. Merci aussi de t'être libéré au pied levé pour venir discuter avec nous ce soir et avec le public qui était nombreux ce soir et qu'on salue, qu'on embrasse, qu'on remercie chaleureusement. Et puis peut-être qu'on devrait faire plus régulièrement un simple exercice, pas longtemps, une demi-heure de passage en revue de l'actualité économique. Ça pourrait être rigolo. Avec plaisir. En tout cas, moi, ça me plaît. Et puis, ça me permet aussi d'apprendre pas mal de choses. Là, comme ça, j'ai appris un paquet de choses ce soir. Et en tout cas, merci encore à toi de nous avoir éclairé sur l'Assemblée citoyenne de la politique monétaire. Banque citoyenne européenne par Positive Money, Institut Veblen et Greentervention. Retrouvez Sarah donc, sur son Twitter et puis allez jeter un œil du coup au site de la Banque citoyenne européenne. On remercie les viewers. Et nous, on se revoit très bientôt, on va suivre ça. Et puis j'en profite pour faire un autre clin d'œil un peu perso. C'est qu'on se retrouve sur cette chaîne en live lundi soir à 20h30 pour un épisode de Rue de la Révolution, le podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes, Spotify, etc. Un podcast audio, mais certains épisodes, quand on a l'occasion, s'ils sont quand même disponibles en audio, en replay, bien montés par Fastkill, qui est un pro du podcast, et on les enregistre en live finalement, donc ce qui permet aussi de réagir aux gens du chat. Et donc là, on va faire un épisode spécial. Alors peut-être que j'ai l'illustration d'ailleurs, ça sera encore mieux. Attends, comme ça. Alors, elle est où ? Elle est là. Ah, c'est parfait. On l'a là. Donc on va faire un épisode lundi à 20h30 de Rue de la Révolution avec Albin, alors je dis Wagner mais je prononce peut-être mal, Wagner, je confirme. Wagner. Donc avec Albin Wagner qui nous a fait l'amitié il est sur le chat, c'est lui qui pousse à la mobilisation citoyenne, ça ne m'étonne pas de lui. Camarades, on se retrouve lundi. Pour parler du bouquin d'Albin qui est très sympa, Éco-Archi, et donc Albin qui est un expert aussi de la science du discours qui enseigne à Angers et qui a sorti ce livre Éco-Archi qui essaye un petit peu d'analyser ce qui nous empêche de faire la transition écologique, notamment aussi par rapport au discours, aux habitudes, au système en place. L'écologie depuis assez longtemps, on en parle aussi comme étant un anticapitalisme, et du fait que les lois libérales du marché empêchent ça. Et lui, il va un cran plus loin, il fait aussi le parallèle avec la démocratie libérale telle qu'on la connaît, et le fait que, alors c'est un petit peu tendancieux à dire comme ça, mais la critique est intéressante néanmoins, savoir aussi ce qui nous empêche dans le cadre de pensée démocratique finalement par rapport à tout ça. Donc on aura l'occasion d'en débattre, débat sulfureux s'il en est, mais qui a été traité avec intelligence par Albin, et donc ce sera lundi soir. Et puis je crois donc que tu connais Albin, si je dis pas de bêtises. Mais oui, le monde est petit, hein. Bah ouais. C'était mon professeur quand j'étudiais à Angers en master. Ah mais je savais pas du tout que tu venais d'Angers du coup. Ah ouais, d'accord, ok. Enfin, t'avais étudié à Angers quoi. J'ai étudié à Angers. Je suis bourguignonne, mais j'ai étudié à Angers. C'est drôle parce que du coup Albin est venu me poser la même question. Mais attends, mais comment tu connais Sarah du coup ? Eh ben, c'est la petite bulle bruxelloise. Voilà, tout simplement. C'est génial. Voilà, et donc sur ce grand moment de consanguinité, je vous dis à lundi. Allez voir le foot. Merci encore Sarah, et puis Albin, on se voit donc lundi soir en toute décontraction et aussi avec le chat. Allez, gros bisous à tous, merci. À bientôt. Bye bye.